Je suis médecin. Ma spécialité particulière, je suis médecin infectiologue spécialisé dans les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont les maladies qui sont dues à des micro-organismes, bactéries, virus, champignons microscopiques, mais aussi les maladies parasitaires, les maladies tropicales. Et puis hygiéniste, c'est-à-dire que je m'occupe de prévention. Et je suis également formé en santé publique, en épidémiologie notamment. Je suis à Strasbourg. Strasbourg fait partie de la région Grand Est, et c'est le reste, depuis les nouvelles régions, c'est la capitale de la région Grand Est. Suivante. Je suis donc un médecin clinicien. Qu'est-ce qu'un médecin clinicien? C'est un médecin qui attache beaucoup d'importance à l'interrogatoire, au recueil des symptômes, de l'histoire de la maladie, et puis au recueil des signes fonctionnels, des signes physiques, c'est-à-dire tout ce qui peut être recueilli auprès d'un patient sans examen. Cette médecine hippocratique clinique se perd beaucoup actuellement. La tendance des nouveaux médecins, c'est de bâcler l'interrogatoire, de l'expédier en 2 minutes et de demander toute une kyrielle d'examens biologiques. Et ces examens biologiques, ils sont d'autant moins pertinents que l'interrogatoire est bâclé. C'est-à-dire que plus on interroge et plus on examine les gens avec soin, et l'interrogatoire c'est quand même assez long, et plus on va cibler les examens biologiques. Au contraire, si on simplifie au maximum l'étape clinique du recueil des symptômes et des signes, eh bien on a tendance à demander toute une batterie d'examens biologiques et puis également des examens d'imagerie, c'est-à-dire que ça ne sera pas orienté. Je suis également formé en microbiologie, virologie et bactériologie. Et c'est l'esprit de ce qu'on appelle la microbiologie clinique. Les microbiologistes sont des médecins biologistes. Je ne suis pas médecin biologiste. Je suis médecin clinicien, mais avec une compétence en microbiologie. C'est-à-dire que j'ai validé des capacités, des compétences complémentaires en virologie et en bactériologie. Et puis j'ai une formation complémentaire donc en santé publique, comme je le disais, surtout l'épidémiologie. C'est la médecine à l'échelle des populations, en quelque sorte, et la prévention. Suivante. Je vous dirai la vérité, rien que la vérité, celle que je connais assez bien, parce qu'on ne la connaît jamais parfaitement. Et c'est celle que j'ai vérifiée de nombreuses fois. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité, aussi objective, aussi factuelle que possible. Maintenant, vous me croyez ou non? On va parler de la Covid-19 et on a eu affaire à un virus. Oui, on a eu affaire à un virus, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas au virus. Alors, il y a des gens qui ne croient pas au virus en général, j'en ai rencontré dans des conférences. Il y a des gens qui pensent que les virus sont une invention. Il y a des gens qui pensent que... Ah, je les guette, il y a des gens qui pensent qu'en juillet 1969, les Américains, les cosmonautes, ne sont pas allés sur la Lune. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup d'amis, des amis astronautes, et par ailleurs, un ancien camarade de classe, qui était avec moi au lycée, a été longtemps directeur des lanceurs chez Ariane Espace. Donc, je peux vous assurer qu'en 1969, les Américains sont vraiment allés sur la Lune. Donc, il y a des choses dont on peut douter, mais il y a des choses qui sont quand même simples. C'est pourquoi je vous dis, je vous dirai la vérité. Et ce n'est pas ma vérité. Et je suis prudent dans ce que j'annonce. Je suis très ami avec Christian Perron, avec tous ces gens-là, on échange souvent. Donc je fais très attention à ce que je dis. Le virus SARS-CoV-2, donc les virus existent, et le virus SARS-CoV-2 aussi.
C'est vraiment un virus qui existe, c'est un coronavirus. Mais, comme je l'ai dit, c'est un virus qui n'est pas du tout comme les autres. C'est du jamais vu. C'est bien un coronavirus. Le coronavirus, c'est une grande famille de virus à ARN. Ils sont parmi les plus gros virus à ARN. Ils ont un très gros génome. C'est important de dire qu'il a un gros génome. Parce que le virus, quand il est répliqué par la cellule, on a tendance souvent à faire de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, quand j'entends certains médecins parler, ils disent l'intérêt du virus, c'est de faire ceci. Le virus, en fait, ce n'est pas vraiment un être vivant. C'est une particule biologique complexe qui est bien conçue, mais on ne peut pas parler vraiment de vie. Parce qu'un virus, ça ne respire pas, ça ne se nourrit pas, ça ne se déplace pas. Ça n'a pas de métabolisme, un virus. En fait, c'est la cellule qui fait tout le travail. Lors d'une infection virale, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le virus ne fait rien. C'est la cellule qui vient le chercher, qui l'avale et qui le réplique. Donc, l'anthropomorphisme ou le biomorphisme que l'on fait en parlant des virus, il n'est pas juste scientifiquement. C'est comme les virus informatiques. Le virus informatique, c'est un petit programme, mais finalement, c'est le système d'exploitation qui fait tout. Lui, il ne fait rien. C'est le même principe. On a copié les virus. Alors oui, les coronavirus ont un gros génome, et de ce fait, il y a toujours ce qui distingue même le monde vivant du monde inerte et puis du monde technique que nous avons créé, c'est que le monde vivant, il est toujours imprécis, il est flou, il y a beaucoup d'erreurs dans le monde vivant. Alors que dans le monde technique, il y a une immense précision. La vie est toujours à des limites qui ne sont jamais nettes. Et regardez, là, nous sommes dans cette pièce, nous sommes tous très différents. Ça, c'est le monde vivant. C'est la diversité, l'imprévisibilité du monde vivant, son immense diversité. C'est ce qui fait la richesse de l'espèce humaine. Donc, plus le génome d'un virus est grand, plus lors des réplications de ce génome par la cellule, plus il y a un risque d'erreur. Parce qu'il est long. Parce que la vie fait des erreurs en permanence, essaye de les corriger. Et donc, ce qui fait que le génome des coronavirus est un génome qui se modifie souvent. C'est-à-dire, lorsqu'il est répliqué par la cellule, il y a des erreurs, et comme c'est un gros génome, il y a plus d'erreurs, et donc c'est un génome qui se modifie souvent. C'est très très important. Et Didier Raoult y insiste beaucoup. C'est un coronavirus, mais un autre pareil. C'est-à-dire qu'il est absolument non retrouvable dans la nature. Ce SARS-CoV-2, il a des caractéristiques que l'on ne retrouve chez aucun virus, aucun coronavirus de la nature. Donc aujourd'hui, on a la preuve que ce virus a été pas fabriqué, mais modifié en laboratoire. Parce que c'est beaucoup de travail. Je ne sais même pas si on pourrait fabriquer de nouveau un virus. Bon, on peut l'imaginer. Mais en fait, on prend un virus sauvage et on le modifie. C'est ce qu'on fait toujours. Je ne crois pas qu'on ait encore réussi à fabriquer des virus synthétiques. Mais ces virus que l'on a modifiés à sauvage, on les appelle des virus chimériques. C'est l'appellation officielle, virus chimérique. Donc on prend un coronavirus sauvage et on le modifie. Et quand on examine attentivement ce virus, c'est ce qu'a fait Luc Montagnier avant de mourir,
Et puis il y a des gens comme Alexandre Henriot, Christian Bello, qui sont eux des généticiens, des botaniers et des virologues. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des insertions dans son génome qui lui donnent une grande affinité pour l'être humain et une pathogénicité toute particulière. Ces insertions qui procurent ce qu'on appelle un gain de fonction à ce virus n'ont jamais été retrouvées dans la nature. Or, on voit que ces gains de fonction lui rendent une aptitude particulière à infecter l'être humain et à lui donner une pathogénicité toute particulière. Et on sait que depuis plusieurs décennies, plusieurs laboratoires de virologie dans le monde, alors il y a l'Institut Rockefeller aux États-Unis, l'Institut Pasteur à Paris, l'Institut de virologie rurale en Chine, donc à mi-hauteur à peu près entre Pékin au nord et Canton au sud, et puis des instituts de virologie en Ukraine. Il y a beaucoup d'instituts de virologie de niveau P4, de niveau maximal de sécurité, qui modifiaient les coronavirus. Et des brevets ont été déposés, notamment par l'Institut Pasteur. On n'en parle jamais, évidemment. Je suis là pour vous dire des choses qu'on ne vous dit jamais. On ne vous dira jamais que l'Institut Pasteur travaillait sur des modifications de coronavirus sauvages pour leur donner des gains de fonction. Donc c'est un virus qui a été modifié en laboratoire. Je me suis, alors, en tant que médecin, il est très délicat de prêter des attentions. Mais vraiment, aujourd'hui, il y a trop d'arguments pour s'abstenir de dire que s'il a été développé, en quelque sorte, on peut dire qu'on développe un virus, il a été développé pour être une arme biologique et sur des idées américaines. Donc ils agissent avec le Pentagone, la CIA. En tout cas, ce SARS-CoV-2 a été développé pour être une arme biologique. Et donc, c'est un développement qui s'est fait par l'armée américaine en collaboration avec des laboratoires de virologie. On pourra parler, si vous voulez, du pouvoir pathogène de ce virus. Je l'ai expérimenté moi-même, mais sans le voir. C'est-à-dire que mon épouse est infirmière, elle m'a contaminé. Je suis tombé malade le 6 mars 2020. Je m'en souviens parce que je devais aller à Nancy, et puis quand j'étais à la gare, je me suis senti pas bien du tout. Voilà. Et la maladie que j'ai eue, je n'ai jamais été malade comme ça. Jamais. C'est étrange ce qui m'est arrivé. Déjà, j'avais froid, et sans frissonner, j'avais très froid. Mon épouse me dit, prenons ta température, j'avais 39,5. Je me souviens jamais d'avoir eu 39,5. Elle me disait, mais Stéphane, tu te rends compte que tu es vert? Non. Et j'avais une désorientation dans le temps, je ne savais plus bien. Alors j'ai dû m'arrêter de travailler, je ne savais plus bien si on était le jour ou la nuit. J'avais un dégoût alimentaire, je sentais des mauvaises odeurs partout, très très étranges. Et puis alors, bon, j'étais un peu essoufflé. Et alors, c'est surprenant, j'avais la conscience que j'étais sur le point de mourir. Oui, j'ai jamais eu ça avant. Je me suis dit, tu es en train de mourir petit à petit feu. Et ça ne me donnait pas une inquiétude, mais plutôt un sentiment tragique, parce que je me disais, oh, j'ai quand même encore beaucoup de choses à faire, c'est trop tôt pour moi. Mais je n'avais pas peur de mourir. Je n'étais pas d'accord avec cette brève échéance. Et j'avais vraiment la conscience que j'étais en train de mourir. Et puis, j'ai réussi à traiter avec les médicaments, etc. Et alors, plusieurs patients m'ont dit ça. En quelques heures, c'était comme une résurrection. En quelques heures, à peu près 6 heures. Spectaculaire. Et toutes les personnes qui ont pris ce qu'on appelle le traitement de l'accord précoce, vous acquiescez, ont ressenti la même chose. Spectaculaire. Enfin, quand on traite très tôt, moi c'était vrai pour moi, et c'était vrai pour plusieurs personnes qui ont dit oui, effectivement,
ce traitement est spectaculaire. Bon, il n'y a pas eu de pandémie. Une pandémie, c'est une maladie infectieuse qui est grave, comme la peste surtout, c'est une grande pandémie de peste, et qui s'étend rapidement de continent en continent en faisant beaucoup de morts. Mais il n'y a pas eu de pandémie de Covid. Il y a eu en fait une épidémie multifocale. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître en Italie, en Espagne, en France. On ne sait pas très bien où ça a commencé. On a énormément chargé le laboratoire de virologie de Wuhan, mais en réalité, elle a commencé à plusieurs endroits différents, aux États-Unis, etc. Donc, une épidémie multifocale. Donc, plusieurs épicentres. L'épicentre, c'est lié où ça commence. Légèrement décalé dans le temps. Donc, c'est pas une pandémie. Et puis, ça n'a pas la gravité d'une pandémie. Il y a eu une grande confusion au sujet de l'origine géographique. Vous avez remarqué de quelle façon on a voulu jeter l'opprobre sur le laboratoire de virologie de Wuhan en disant que c'est lui qui n'avait pas travaillé correctement, qui avait laissé échapper une souche. Non, c'est pas ça. La réalité, elle est tout autre. Suivante. Ce coronavirus, il a été modifié et ses gains de fonction lui procurent à la fois une forte contagiosité, une transmissibilité élevée, c'est-à-dire qu'il se transmet facilement entre deux individus, et un pouvoir pathogène très très particulier dont je vous ai parlé. Je ne vous ai pas parlé des complications pulmonaires et cardiaques qui se sont vues aussi avec la Covid. Donc un pouvoir pathogène, une pathogénicité très particulière, qui n'a rien à voir avec une grippe. Sur les réseaux sociaux, je me bagarre souvent avec des gens qui disent « Ah, mais la Covid, ce n'est qu'une grippette. » Non, ça n'a rien à voir avec une grippe. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment très particulier. Et je vous en ai donné un petit aperçu. J'ai eu plusieurs fois la grippe. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir. La grippe, la vraie grippe, on tousse énormément, on a très mal à la tête, on a aussi beaucoup de fièvre, on transpire, et on est extrêmement fatigué. Et la grippe commence brutalement, alors que la Covid commence au contraire progressivement, sur plusieurs jours. Et c'est ça justement le danger de cette maladie. Bon, maintenant elle est derrière nous, mais le danger de cette maladie, c'est que, comme elle commence progressivement, plusieurs personnes n'ont pas compris qu'ils étaient tombés malades. Et l'ont réalisé parfois que 8 à 10 jours après. Alors que, dans ce cas-là, peut-être comme Maxime, le traitement ambulatoire précoce était déjà moins efficace, parce qu'il est surtout efficace les 5 premiers jours. Et si on réalise que le 10e jour qu'on est tombé malade, c'est déjà un peu tard. Vous me suivez? Donc, alors, une très faible létalité. Il faut distinguer le taux de létalité et le taux de mortalité. Le taux de létalité, c'est le pourcentage de personnes qui meurent rapporté au nombre de personnes qui sont malades. Et le taux de mortalité, il est rapporté à la population entière. Donc très faible létalité, moins de 0,05%. Actuellement, les chiffres les plus précis donnent un taux de létalité qui serait de l'ordre de 0,034%. Ça ne correspond pas du tout aux pandémies. Avec la peste, on avait des taux de létalité qui étaient de 50%. 50%. La peste, c'était effroyable. Et puis la variante également. À toutes ces grandes pandémies, là, il s'agissait vraiment de pandémies. C'est une infection qui n'est pas grave, la Covid, mais qui donne en revanche des formes longues, qu'on appelle les Covid prolongées ou longues. Suivante, s'il vous plaît. Plusieurs substances, il y a une bonne efficacité, mais non rentable pour l'industrie pharmaceutique. Et de ce fait, comme elles n'étaient pas rentables pour l'industrie pharmaceutique, elles ont été frappées de prohibition. Alors ça
ça paraît vraiment ahurissant. Quand on affirme, et je le fais, et j'assume ce que je dis, quand on affirme que l'on disposait de traitements pour soigner la population et qu'on a empêché les médecins de prescrire ces médicaments et même les patients de les obtenir. C'est grave. C'est une accusation grave. Et je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr. Je ne suis pas un illuminé. C'est la vérité. Suivant. Alors, là, on a voulu nous faire croire qu'il y avait un scandale Didier Raoult. En réalité, le scandale, vrai, c'était celui d'hydroxychloroquine. Mais comme on ne peut pas faire la guerre à une molécule, eh bien, on a fait la guerre à Didier Raoult. On l'a fustigé, on l'a diffamé, on l'a conspué, traîné dans la boue. Alors, il n'est pas blanc comme neige, bien sûr, mais c'est un vrai scientifique de très haut niveau. Son CV est impressionnant. J'avais dit ça un jour à un journaliste qui m'interviewait, je lui ai dit quand même le CV de Didier Raoult. Il m'a répondu oui, mais on ne soigne pas avec un CV. C'était sa façon de répondre. Bon. Didier Raoult est un très bon clinicien, c'est un bon microbiologiste et c'est en plus un bon chercheur. L'hydroxychloroquine, oui, elle est efficace, mais pas depuis le variant Omicron. L'azithromycine, la clarithromycine, avec ces deux produits, on a affaire à des antibiotiques de la famille des macrolides. Ce sont des antibiotiques qui ont une bonne pénétration intracellulaire. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que dans la pharmacopée, c'est tout le corpus de tous les médicaments qui sont utilisables en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Dans la pharmacopée, on a des milliers de médicaments. Et chaque médicament est commercialisé avec une ou plusieurs indications. C'est ce qu'on appelle les indications d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation d'AMM. C'est-à-dire que ce sont des indications pour lesquelles le laboratoire a eu l'autorisation de les commercialiser. Mais en réalité, et c'est vrai pour tous les médicaments, un médicament donné n'a pas qu'une seule action qu'on appelle pharmacodynamique. Il en a toujours plusieurs. Toujours plusieurs. Par exemple, un produit très connu pour éviter la chute des cheveux, et au départ c'était un antihypertenseur, pas très efficace. Et on le donnait comme antihypertenseur, et on a constaté, certains médecins ont constaté que chez les hommes auxquels ils le donnaient comme antihypertenseur, il y avait un arrêt de la chute des cheveux. C'est le minoxidil. Et c'est vrai aussi de l'azithromycine et de la clarithromycine. Ce sont des antibiotiques, la famille des macrolides, mais ils ont également une activité antivirale intrinsèque et ainsi qu'un effet immunomodulateur. Et ils se montrent vraiment efficaces chez les patients atteints de Covid. Et l'association hydroxychloroquine, l'azithromycine aussi. La vitamine D aussi, qui a une bonne action sur l'immunité et aussi une action antivirale. Le zinc, l'ivermectine, la colchicine, l'artémisinine, le clofoctone. Le clofoctone, c'est un gros scandale, parce que l'Institut Pasteur de Lille avait découvert que le clofoctone avait une bonne efficacité, même très bonne, sur le SARS-CoV-2, a voulu commencer des travaux et n'a jamais eu l'autorisation. Vous voyez? La fluvoxamine, c'est un antidépresseur. Et on s'est rendu compte qu'il avait une activité virale sur le SARS-CoV-2, etc. Et on peut arriver à savoir que des anciennes molécules, qui existent depuis longtemps, ont une action sur le virus grâce aux nouvelles biotechnologies. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on faisait tout à la main. Mais avec les nouvelles technologies, on arrive à tester des milliers de molécules sur un nouvel agent infectieux.
quand on veut utiliser un ancien agent qui était utilisé par exemple pour faire baisser le cholestérol ou pour faire baisser la pression artérielle pour une infection virale, ça s'appelle un repositionnement thérapeutique. Mais ça ne fait pas au laboratoire, parce qu'ils sont passés dans le domaine public et ça ne rapporte plus rien. Suivante. C'est ce qu'on appelle donc le traitement ambulatoire précoce, TAP. Donc si on le donne dans les 5 jours qui suivent le tout début de la Covid, on a une très bonne efficacité. Mais ce traitement ambulatoire précoce a toujours été tabou, dénigré, très difficile à prescrire, du fait du poids des laboratoires pharmaceutiques, qui avaient une idée derrière la tête. Les médecins ont été traqués et même harcelés, même sanctionnés, quand ils ont prescrit ces vieilles molécules pour soigner des gens. On les a empêchés de soigner. Suivant. Donc, au cours de cette Covid, il y a eu plusieurs scandales. Il y a le scandale du Rivotril. Le Rivotril, c'est du clonazepam. C'est une benzodiazépine comme le Valium, le diazépam, le Dexomil, le bromazépam, etc. Mais toutes les benzodiazépines ont un effet dépresseur respiratoire. Le Valium, c'est net, et le clonazepam, le Rivotril, c'est encore plus net. Et on a ordonné d'administrer du Rivotril, du clonazepam dans les EHPAD aux gens qui étaient atteints de Covid, et ça a été de l'euthanasie. Et de l'euthanasie promue par voie réglementaire. Je crois qu'il y a eu un décret sur le Rivotril. Scandale du clonazepam, donc Rivotril, de l'hydroxychloroquine. Il y a même eu des articles qui ont été falsifiés dans le Lancet. Des études ont été falsifiées. Recovery, Discovery. On a fait le maximum pour disqualifier tous les produits potentiellement efficaces. L'ivermectine aussi. Une usine d'ivermectine a explosé. Comme ça, par hasard. C'est étrange. Le Clofocol qui m'a parlé, tous les obstacles faits pour empêcher d'accéder aux soins. Donc c'est de la maltraitance généralisée. On peut le dire, on peut l'affirmer. La population française, mais aussi allemande, espagnole, italienne, a été maltraitée. Parce qu'on a fait tout pour que les gens ne puissent pas être soignés. Et c'est quand même fou. Hein. C'est inimaginable. Je crois que c'est jamais vu. Il y avait un projet. Une grande hypocrisie de la part des autorités de l'État. Il faut le dire. De la classe politique. Parce qu'ils étaient au courant de la surcharge. Des hauts fonctionnaires aussi. Tous ces hauts fonctionnaires. Et puis des médecins médiatiques, ce qu'on appelle les médecins de plateau. Je ne donne pas leur nom, parce qu'ils pourraient m'attaquer, mais vous connaissez leur nom. Notamment une femme qui a eu la Légion d'honneur. Et donc, j'espère qu'il y avait pas comme ça de femmes. Et donc, tous ces médecins ont été hypocrites. Ils ont fait tout, ils ont tenu un discours mensonger pour couvrir, pour cacher ce projet diabolique. Et puis en plus, ils ne font pas ce qu'ils prêchent. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui ont affirmé sur plusieurs médias que l'hydroxychloroquine était inefficace, et ce sont les mêmes personnes qui en ont pris pour se soigner. Et comme on le sait, j'ai déjà vu parlementaire, et puis Didier Raoult également, on nous l'a dit. Il a dit, je ne veux pas donner de nom, mais si vous aviez vu tous les députés, tous les sénateurs défiler chez moi,
pour avoir l'hydroxychloroquine et le protocole éclat. Donc c'est quand même monstrueux tout ça. C'est monstrueux. Donc on imagine qu'ils ont été grassement payés pour mentir devant le public. Suivante. La corruption a donc été massive, systémique, organisée par l'industrie pharmaceutique, mais aussi ses grandes banques, c'est-à-dire Rothschild et Rockefeller. Tout le système de santé est en fait corrompu, mais il est tenu actuellement par les géants de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique s'est immiscée dans les facultés de médecine. Elle a infiltré les sociétés d'experts. Chaque spécialité médicale a une société d'experts, qu'on appelle société savante. C'est-à-dire qu'on a la société savante des chirurgiens orthopédiques, des radiologues, des anesthésistes réanimateurs, la société des ophtalmologistes, des dermatologistes. Eh bien, l'industrie pharmaceutique a infiltré toutes ces sociétés d'experts. Elle leur a versé beaucoup d'argent et ça continue. Et donc, forcément, elle agit sur ces sociétés. Donc, il y a une corruption systémique, y compris donc, dans les programmes des études médicales et dans les contenus des actions de formation continue des médecins qui sont déjà en exercice. Le système de santé est vraiment corrompu. Et ça, j'en ai beaucoup discuté avec Christian Perron, qui m'a convaincu de cela. Le gouvernement, le Parlement, les hauts fonctionnaires, les médias, etc. C'est vraiment un niveau de corruption massive, systémique. Suivant. Il y a eu falsification de données scientifiques, c'est-à-dire des études ont été falsifiées. On a présenté des résultats erronés. Et beaucoup d'études ont été menées avec l'objectif, non pas de prouver l'efficacité d'un médicament, mais de prouver son inefficacité. Et ça, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu une étude, un essai clinique, dont l'objectif était de prouver l'inefficacité. Parce que personne ne va financer une telle étude. Les laboratoires, leur intérêt, c'est de prouver que leur produit est efficace pour pouvoir le commercialiser. Or là, plusieurs études ont été commanditées pour essayer de prouver l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Et comme l'hydroxychloroquine était efficace, eh bien on a triché. Et le directeur général de la rédaction de The Lancet a même avoué. Il a dit: je suis directeur de la publication, mais je ne peux plus contrôler. Et je sais qu'il y a presque 50% des publications qui sont mensongères, c'est-à-dire modifiées par l'industrie pharmaceutique, qui paye grassement les auteurs pour qu'ils mentent. Et aujourd'hui, avec les tests statistiques, on peut arriver à dire n'importe quoi. Et on croit que c'est de la science, et en fait, en manipulant bien les tests statistiques, on peut arriver à la conclusion qui nous arrange. Donc c'est gravissime. La science ne progresse pas grâce aux tests statistiques. La science, c'est de la recherche, c'est de la comparaison, c'est de l'observation. Mais n'imaginez pas que la science progresse grâce aux tests statistiques. Les tests statistiques permettent de valider les différences entre certains traitements ou certains tests diagnostiques. Mais quand on est obligé de recourir à des tests statistiques, ça veut dire que ça ne crève pas les yeux. Quand un médicament est vraiment efficace, ou qu'un test diagnostique est vraiment efficace, généralement on n'a pas besoin de tests statistiques. Et on s'en est passé pendant des années. Mais les tests statistiques, aujourd'hui, comme je vous dis, on arrive à les manipuler pour faire apparaître ce que l'on veut. Donc c'est très grave, c'est très très grave. Parce que beaucoup de médecins en formation sont persuadés que quand on a un essai qui est contrôlé, randomisé, c'est-à-dire en tirant au sort, en simple aveugle ou double aveugle,
et dont les résultats sont validés par les tests statistiques, beaucoup d'étudiants en formation croient que si on dit ça, ça veut dire que c'est la vérité, qu'il n'y a pas à discuter. Eh bien non. C'est une erreur. Donc c'est le mensonge industriel. Suivante. Le seul et unique objectif de l'industrie pharmaceutique, c'est le profit. C'est le profit et toujours le profit. C'est son seul objectif à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique n'a aucun objectif de santé publique. Les morts, les malades, ça l'indiffère complètement. C'est une industrie comme une autre, comme l'industrie automobile, comme l'industrie du bâtiment. C'est exactement la même chose. C'est le profit qui compte et rien d'autre. Et certaines industries pharmaceutiques sont prêtes à tout pour faire du profit. Alors, étant donné que c'est dans le domaine de la santé, il y a davantage de procédures contraignantes. Mais comme l'a expliqué Christine Coton dans son ouvrage, eh bien, ces procédures, ces démarches qualité et sécurité contraignantes, elles sont bien sur le papier, mais parfois on s'en affranchit. Et on les respecte pas. Donc, le profit. Suivante. Mensonge d'État, doxa. Donc, ce qu'on appelle une doxa, c'est une idée qui est promue, qui est mise en avant et qui est présentée comme indiscutable. Donc, la doxa officielle, sous forme de propagande, était, premièrement, le virus vient du pangolin. Il vient de la ville de Wuhan. Deuxièmement, la Covid, c'était une épidémie, une pandémie meurtrière, ce qui n'est pas le cas. Troisièmement, il n'y a pas de traitement curatif. Quatrièmement, la seule issue, c'est la vaccination de masse. C'était ça, et tout est faux. Tout est faux. Conflit d'intérêts, corruption dans l'organisation de la santé et dans les médias. Suivante. Les tests PCR n'ont jamais été conçus pour faire de la détection dans une épidémie. Ils ne sont pas conçus pour cela. Et ils donnent énormément de faux positifs. L'inventeur de ce test, alors PCR c'est pour les bactéries, RT-PCR c'est pour les virus, ces tests n'ont pas été conçus pour ça et ils ne fonctionnent pas dans une épidémie. C'est-à-dire qu'on a menti sur ce qu'on appelle un cas. Dans une épidémie, je reprends toujours les épidémies de peste, de choléra, de variole, il n'y en a plus maintenant, épidémie de méningite. Dans une épidémie, ce qu'on appelle un cas, c'est une personne qui est malade. C'est une personne qui a des symptômes, qui se sent malade, qui a des signes, elle peut avoir des rougeurs cutanées, elle peut avoir un grand essoufflement, elle peut avoir une fièvre élevée. C'est ce qu'on appelle un cas, que l'on confirme ou que l'on infirme en faisant des tests biologiques. Alors que là, vous savez très bien qu'on n'a pas fait comme ça. On a fait des tests RT-PCR. Tout le monde on a discuté encore dans la voiture, voilà, et on a fait des tests RT-PCR à tout le monde, avec symptômes, sans symptômes, aucune différence, et on a considéré que chaque fois que le test RT-PCR était positif, c'était un cas. Ça, c'est du mensonge. C'est pas de la médecine, c'est pas de l'épidémiologie, c'est du grand mensonge. Donc on en arrive comme ça à des millions de cas, et ce sont des faux cas. Donc, inadapté à l'épidémie. Il y a eu une grande exagération du nombre de cas du fait de ces tests et du nombre de décès. On a menti avec les décès. C'est-à-dire que les médecins qui remplissaient les certificats de décès avaient pour instruction de renseigner sur le certificat de décès mort par Covid dès l'instant où le test RT-PCR était positif. Même s'ils étaient venus pour une affection du foie, une affection digestive, une affection neurologique. Dès l'instant où vous avez un RT-PCR positif, quelle que soit la cause exacte de leur décès, ils avaient ordre de remplir mort par Covid. Ce que je vous dis est la vérité.
que j'aille en enfer si je mens. Il y a eu une grande exagération du nombre de cas, et la suivante. Gestion calamiteuse de l'épidémie. C'est-à-dire, le premier livre de Christian Perron, c'était « Il y a eu une seule erreur qui n'est pas commise ». Si on ne voit pas d'intentionnalité, on dit que ce sont des erreurs. S'il y a une intentionnalité, ça devient des fautes. Donc je mets probablement mon innocence, c'est-à-dire qu'il y a certainement un projet là-dessous. Engorgement des hôpitaux, il y a de nombreuses erreurs, à nouveau entre guillemets, d'organisation. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, les directeurs avaient ordre de réserver des lits aux patients Covid. Du coup, ils prenaient des lits aux patients de cardiologie, de pneumologie, de gastroentérologie, etc. Et donc, il y avait un engorgement dans ces spécialités, et en cancérologie. Et donc, il y a des gens qui sont morts par défaut de soins dans des spécialités de cardiologie, de cancérologie, etc., parce qu'on avait bloqué des lits pour les Covid. Donc, ça crée un engorgement artificiel. Et dans les lits réservés au Covid, on avait là encore de tout. Les gens avaient un test PCR positif. Mais ils ont été débordés et il y a eu un grand défaut de qualité de soins dans les services Covid. Donc on a pris des lits dans les services non Covid, on a créé des services Covid qui ont été engorgés avec un défaut de soins. On a mal soigné les personnes atteintes de Covid hospitalisées. Je me rends compte à posteriori que quand on avait une Covid un peu sévère, il fallait surtout ne pas se faire hospitaliser. J'ai eu un ami généraliste qui est mort de l'hospitalisation. Heureusement, c'est pas. Alors, il me demandait conseil, il m'appelait tous les jours. Lui et son épouse étaient malades à domicile. Il m'appelait tous les jours pour adapter le traitement. Heureusement, c'est pas moi qui ai pris la décision d'hospitalisation, c'est son fils qui était kinésithérapeute à Colmar. Quand il m'a dit on a hospitalisé papa, beaucoup de gens sont morts en hospitalisation parce qu'on ne savait pas réanimer les personnes atteintes de Covid. Ce ne sont pas les mêmes techniques de ventilation. Et puis on ne voulait pas leur donner les médicaments qui soignaient. Il n'était pas question de donner l'ivermectine à l'hôpital. Suivante. Annonce quotidienne, tous les jours, tous les matins, quotidienne dans les médias, de nature à affoler les gens, au maximum. Faire peur, affoler, inquiéter. Le nombre de tests positifs, alors que le nombre de tests positifs, je l'ai dit, ce n'était pas le nombre de cas, mais on a donné le nombre de tests positifs. Il y a eu le nombre de décès cumulés. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, aujourd'hui, il y a eu 200 morts par Covid en France. Et je vous ai fait comprendre que c'était déjà faux. Eh bien, on présentait des effectifs cumulés. C'est-à-dire qu'on additionnait chaque fois. Nous en sommes depuis le début à 5 000. Nous en sommes depuis le début à 6 000. 6 000 décès cumulés. On ne fait jamais ça dans une épidémie. Ce qui compte, c'est le nombre de décès chaque jour. Ce qu'on appelle l'incidence. Donc tout a été fait pour affoler, et puis on nous a montré à la télévision des transferts de malades en catastrophe, dans les CHU, parfois en Allemagne, etc. Il y avait beaucoup de mise en scène, parce que certains médecins qui n'étaient pas dans la doxa, ils nous disaient, mais évidemment, tout ceci a été une grande exagération. Beaucoup de mise en scène, de théâtralisme suivant. Communication gouvernementale et médiatique, elle a été axée sur la culture de la peur. C'est une façon d'assujettir la population, la peur. Le confinement n'a jamais été une méthode en médecine, le confinement.
C'est une méthode de médecine vétérinaire. On confine des volailles, on confine des agneaux. On n'a jamais confiné des personnes. Ça n'a jamais été une mesure de contrôle d'épidémie. Et surtout pas confiner toutes les personnes sans faire distinction entre les personnes malades, les personnes en incubation et les personnes indemnes de la maladie. C'est au contraire, en déconfinant, on a aggravé la situation. Ça a accéléré la circulation du virus, mais à l'intérieur des locaux, pas dans la vie réelle. Donc le confinement, c'était une grave erreur. Le confinement est à l'origine de la deuxième vague. Les autorisations de sortie, il fallait se faire une auto-autorisation, c'est complètement aberrant. Les masques, j'en parlerai, des amendes, bien sûr. Des gens se faisaient verbaliser à la terrasse d'un café, parce qu'ils n'avaient pas le masque. Or, à l'extérieur, le masque n'a pas d'intérêt. Ou très peu, très peu. Il faut vraiment. À l'intérieur, le masque a un intérêt quand on est proche de moins de 1,50 m, et à l'extérieur, il faut être proche de 50 cm. Avec le vent, au-delà de 50 cm, les particules s'envolent et n'atteignent pas leur cible. Pour que le masque ait un sens à l'extérieur, il faut être par exemple dans une file d'attente, qu'on soit les uns sur les autres et qu'il n'y ait pas de vent. Là, ça peut justifier. Mais c'est une condition qui n'est pratiquement jamais réalisée. On a vu des CRS sur les plages verbaliser des vélos-blanchistes, des gens qui se promenaient dans les bois sans masque. Donc, ça veut dire que les agents de la sécurité sont eux-mêmes devenus un peu dérangés. Donc, une grande confusion au sujet du vrai pouvoir préventif des masques chirurgicaux. Ça, c'est une petite subtilité que même beaucoup de médecins ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer le pouvoir filtrant du masque en dimension linéaire avec la taille des virus. Parce que quand on a une infection virale respiratoire, quand on tousse, quand on éternue, quand on parle, on n'émet pas des particules virales libres. Ça n'existe pas à cause de la densité, de la rhéologie, de la viscosité. Les particules virales sont toujours émises sur des vecteurs, des substrats, qui sont des microgouttelettes. Et c'est la taille des microgouttelettes qu'il faut comparer au pouvoir filtrant des masques, et pas la taille des virus. Il y a très peu de gens qui le savent. Il se trouve que j'ai une formation en prévention, donc je connais bien les masques. Donc, bon, j'en avais parlé à Martine Waller, parce qu'elle avait dit à l'Assemblée nationale, les masques ne servent à rien, etc. Elle comparait la taille des virus au pouvoir filtrant des masques. Je dis non, tu as fait une erreur. Mais bon, je crois qu'elle n'a pas beaucoup apprécié que je lui dis. Quand je le dis, on a parlé. Ne pas considérer la taille des virus, mais celle de leur vecteur. Ce qu'on appelle des substrats, c'est des microgouttelettes qui ont une taille qui va de 5 à 150 microns. Donc, on est souvent bon. Donc, il ne faut pas dire que les masques chirurgicaux n'ont aucun intérêt dans les infections virales respiratoires. Ça n'est pas vrai. L'intérêt, il est bien précis. Il est bien précis, dans des conditions très particulières. Mais il ne faut pas dire qu'il n'a aucun intérêt. C'est faux. Ensuite, suivante. Donc, c'est la mascarade du masque. Et alors, dans certains établissements de santé, on a commencé à prendre les masques de nouveau obligatoires. Dans plusieurs établissements de santé de Strasbourg, ça a commencé. Oppression et climat de crainte collective. Non-sens du port obligé du masque pour une distance supérieure à 1,50 m. C'est les microgouttelettes qui sont les principaux vecteurs, les principaux substrats qui transmettent les particules virales. Ces microgouttelettes ont une portée qui n'excède pas 1,50 m. C'est-à-dire que Lise, par exemple, là, nous sommes à plus d'1,50 m. Donc même si je suis contagieux, et si je parle comme ça, là vous êtes hors de portée
Donc le masque est surtout important à porter par la personne qui est contagieuse. C'est là où il a son efficacité. C'est je me sens malade, je tousse, j'ai de la fièvre, je mets un masque pour protéger les autres. Ça a du sens. Mais d'imposer le masque à une population complète, c'est complètement absurde. Donc si je sais que je suis contagieux, je vais rester à distance des gens, tout simplement. De toute façon, pendant la période des masques, j'ai toujours refusé de faire des cours et des conférences avec un masque. Moi, j'avais pas lu j'étais même en pleine Covid, même en 2020. J'ai dit, je vous préviens, je ne porterai pas de masque. Parce que marmonner derrière un masque, c'est quand même, c'est pas un cours, ça. C'est pas une conférence. Il y a des gens qu'on comprend très mal derrière un masque. Ils ont tendance à marmonner déjà. Mais en plus, le masque, il feutre la voix quand même. Il a un effet d'atténuation, de feutrage. Et puis en plus, on ne voit pas les lèvres. Ni les dents. Pour les dents, c'est mieux pour certaines personnes. Donc, non sans du corps obligé du masque, pour une distance de supérieur à 1,50 m, et surtout dehors. Aucun intérêt dehors, sauf, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de vent, et si on est les uns contre les autres, par exemple, pour aller au cinéma, ou pour rentrer dans un commerce suivant. Un très grand nombre de personnes ont été traumatisées. Au cours de la Covid, on a traumatisé beaucoup de gens. Vraiment. Et des enfants. Et des adultes, des personnes âgées. Maintenant, on commence enfin, je vous ai dit, dans certains établissements de santé, on demande de nouveau de porter le masque. Mais avant cela, je suis effaré, parce que j'ai toujours vu à Strasbourg des personnes âgées dans leur voiture avec un masque, ou aller faire leurs courses avec un masque, un vieux masque chiffonné porté sous le nez, mais avec un masque, comme s'ils avaient peur de désobéir, ou comme s'ils avaient peur qu'il leur arrive quelque chose. Ces gens sont traumatisés par le masque. Traumatisés. Ça les sécurise, le masque. Et ils n'ont aucune conscience de la façon dont le masque agit. Manifestement. Les personnes ont été traumatisées non pas par l'épidémie, mais par les mesures oppressives, draconiennes et infondées qui ont été décrétées. Suivantes. Les enfants ont été maltraités avec le port de masque. C'est scandaleux, c'est même criminel. Vous savez que les enfants se sont suicidés. Les tests, on les a maltraités avec les tests. C'est agressif. Les évictions pour les gens qui avaient un test positif, alors que ce test positif ne voulait rien dire. On les a culpabilisés. Souvenez-vous de cette publicité où on voyait un anniversaire de la grand-mère, en quelque sorte, avec les enfants, etc. Et puis, quelques temps après, la grand-mère en soins intensifs, on a culpabilisé les enfants. À tort, on a dit qu'ils étaient de grands disséminateurs, ce qui est faux. Parce que l'enfant a un très bon système immunitaire, très performant. Et ça, jusqu'à 12 ans à peu près. Excellent système immunitaire, l'enfant. Et donc, quand il rencontre un virus, son système immunitaire, il est véloce, il est efficace. Et donc, il agit très rapidement pour mettre les antigènes en mémoire et éradiquer le virus. Donc, l'enfant ne reste pas contagieux. Il ne reste pas contagieux. Il est faux de dire ce sont des grands disséminateurs. Il y a un pédiatre dans la région parisienne qui s'appelle Cohen, et il avait fait une étude en disant que les enfants étaient des grands contaminateurs. On s'est basé sur. Puis après, il s'est ensuite rétracté. C'est faux. Les enfants ne sont pas des grands disséminateurs. Donc on les a culpabilisés. Le masque à l'école a été criminel. Vraiment criminel. Et puis, ils ont souffert, les enfants. En période scolaire, vous vous rendez compte,
quand on est à l'école primaire, à l'école secondaire, on a besoin de comprendre les enseignants. Et pour les comprendre, il faut voir leur bouche, il faut voir leur corps. J'en ai jamais discuté avec des enfants, des adolescents. Et avoir un cours avec une personne masquée, mais c'est affreux. Et tous les enfants masqués en plus. C'est de la folie. De la folie. Donc on a dégradé l'enseignement qu'ils ont reçu. J'insiste, il y a eu beaucoup de suicides d'enfants. C'est terrible ce qui s'est passé. Suivant. Tout a été fait pour que l'on ne puisse pas soigner les malades et ainsi pousser un maximum de personnes vers les injections répétées. On les a poussés vers le boulot des injections. Donc il y avait une stratégie. L'industrie savait qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent avec ces injections. Et elle savait que, je vais en parler, qu'elle ne pouvait pas maintenir l'essai thérapeutique s'il y avait des médicaments efficaces tels que les oxychloroquine et l'ivermectine. Suivant. Ces injections ne protègent pas, on le sait aujourd'hui, même pas des formes graves. Même pas des formes graves. Alors, j'aime beaucoup Didier Raoult, mais sur certains points, il ne veut pas trop s'affirmer, je comprends, parce que, étant donné la situation, la position qu'il a eue, directeur de prestigieux institut hospitalo-universitaire de Marseille, que tous les infectiologues de France jalousaient, bien sûr. Et il sait que les injections ne protègent pas les formes graves, mais il n'a jamais voulu l'avouer. Et de la même façon, il ne veut pas non plus s'affirmer quant à l'origine du virus. C'est les deux points sur lesquels il veut rester. Il ne veut pas franchir le pas. Mais je le comprends. Parce que si on admet que le virus est une chimère de laboratoire, ben à ce moment-là, on n'a plus qu'à tirer le fil et on déroule tout à plat. Depuis la conception de l'arme biologique par le Pentagone et la CIA, jusqu'au mondialisme, transhumanisme, matérialiste, hein, c'est le même fil conducteur. Dès l'instant où on admet que c'est une chimère, il n'y a qu'à tirer le fil, tout est logique. À un moment donné, il faudra bien que ça se sache. Pardon ? À un moment donné, si c'est la vérité, il faudra qu'elle se sache. Non, mais non, je pense qu'il n'en parlera jamais. Parce que, bon, déjà, il a sa fierté, c'est normal, c'est Oui, mais même si c'est pas. Et puis ça n'a pas. Ce n'est pas à lui à trancher la question. J'entends parfois parler de débat. Quand on dit qu'il y a débat, c'est quand on n'est pas capable d'affirmer quelque chose de façon irréfutable. Quand on dit qu'il y a débat, c'est qu'il y a des arguments pour et qu'il y a des arguments contre. Mais là, pour l'origine du virus, il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Vous avez des gens maintenant qui disent « Moi, je suis prêt à débattre de tout. » Encore faut-il avoir les connaissances voulues. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler de tout alors qu'ils n'ont pas de connaissances. Ça me rappelle Coluche qui disait « Mon beau-frère, il a des avis sur tout. » Et il ajoutait « Il a surtout des avis. » Ça voulait dire qu'il n'approfondissait pas beaucoup. Parce qu'en fait, plus on approfondit les choses, et moins on a d'avis. Oui. Oui, la science, c'est du doute, c'est pas de l'affirmation. La science ne permet pas de soigner. Ce sont les connaissances, ce sont les sciences médicales qui permettent de soigner, mais pas la science. J'ai pu approcher, j'ai eu la chance d'approcher des grands scientifiques, et quelques-uns, et j'ai été frappé par leur humilité, leur modestie, leur prudence. Hubert Reeves, notamment, j'ai beaucoup discuté avec lui. Et puis, Edgar Morin, c'est un sociologue, ce sont des sciences humaines. Mais Edgar Morin, c'est quelqu'un de fabuleux.
et d'une gentillesse, d'une simplicité. Mais c'est un génie, ce monsieur. C'est un génie. Et les grands scientifiques sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont modestes et ouverts à tout. Et ils n'affirment rien de façon formelle, finie. À part certaines choses, bien sûr. Donc ces injections ne protègent pas, malheureusement, ils sont souvent la cause d'effets indésirables plus ou moins graves, voire gravissimes. Des décès, c'est abominable. Suivant. Ces produits injectables, donc inutiles et dangereux, ont été administrés massivement, bien qu'encore en phase expérimentale, en phase 3 de l'essai thérapeutique. Et dans les vaccinodromes, les médecins vaccinateurs ont quand même souvent oublié de rappeler aux candidats à la vaccination que c'était un produit qui n'était pas sûr, puisqu'il était encore en phase expérimentale, qu'il était possiblement pourvoyeur d'effets secondaires, et il fallait leur assentiment, leur accord. Ils devaient signer, comme quoi ils acceptaient de faire partie d'un essai thérapeutique, parce que c'était le cas. Se faire injecter, c'est entrer dans un essai thérapeutique et accepter les effets secondaires. Et ça n'était pas fait. Et on va commencer à voir maintenant des plaintes pénales contre les médecins vaccinateurs. Docteur, dans la définitive, l'être humain il a remplacé les souris de laboratoire. Tout à fait. Les laboratoires se sont déchargés de toute responsabilité. Ils ont réussi à imposer ça à l'Union européenne, à la Commission européenne. Ils se sont déchargés de toute responsabilité. Oui, c'est vraiment scandaleux. Suivante. Leur autorisation de mise sur le marché d'AMM de ces produits injectables, elle est conditionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne vaut qu'à la condition qu'il n'y ait pas de traitement curatif. Parce que s'il y a un traitement curatif, à ce moment-là, on n'a pas le droit de faire entrer les gens dans un essai thérapeutique dangereux, si on est capable de les soigner efficacement. Donc tout est logique dans cette affaire. Et c'est pourquoi on a combattu tous les traitements qui pouvaient soigner les gens, comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, etc. Suivante. Ces produits injectables ont été préparés dans des conditions non conformes aux bonnes pratiques. Et ça, c'est Christine Coton qui nous l'affirme. Elle est biostatisticienne, elle a travaillé beaucoup pour les laboratoires, elle a regardé tous les rapports, elle a dit que ça a été bâclé. Ils ont mal travaillé. On n'a pas respecté les bonnes pratiques. Et maintenant, le directeur général adjoint de Pfizer, qui a démissionné, a commencé à passer à table et a avoué que ces produits ont été très mal préparés, qu'il faut normalement 10 ans pour préparer un vaccin contre un virus, et qu'en 1 ou 2 mois, c'est pas possible. Donc, soit c'était plus que bâclé, soit ils étaient préparés depuis longtemps, sachant que l'épidémie allait arriver. Beaucoup de gens, il n'y a qu'en France qu'on n'arrive pas à faire pareil les gens. Mais aux États-Unis, en Allemagne, ces deux pays-là, et puis dans certains pays scandinaves aussi, les scientifiques commencent à parler, à dire les choses, à révéler la vérité. Donc, non conformes aux bonnes pratiques, et leur composition est opaque. Personne n'est incapable de dire ce qu'il y a exactement dans les flacons. Je fais partie de plusieurs groupes de travail, dont un collectif où il y a des médecins, des scientifiques, des travailleurs sociaux et des ingénieurs de différents pays européens, et parmi eux, un ingénieur qui est expert en sécurité informatique. Il a fait 2 ans d'enquête, et il en est arrivé à la conclusion que
les flacons qui ont été commercialisés ont été modifiés par l'armée américaine à partir d'une base pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on leur a ajouté un solvant dont personne ne connaît la composition. Donc c'est grave. On entend beaucoup parler d'oxyde de graphène. Et les gens qui en parlent beaucoup disparaissent parfois. Ah oui, oui. C'est très dangereux. Très dangereux d'en parler de façon internationale, surtout si on arrive avec beaucoup d'arguments. Donc préparer dans des conditions non conformes et leur composition est opaque. On ne peut pas connaître la composition d'elle. On nous dit ARN messager, enveloppé dans des globules lipidiques, et le reste. Parce que, comme on ne connaît pas la composition exacte, beaucoup de biologistes ont pris des flacons, les ont ouverts, et ont regardé au microscope. Ils ont vu des choses vraiment très anormales, des structures géométriques qui s'auto-assemblaient. Et on a mis en contact au laboratoire le contenu des flacons avec du sang, donc ça s'est fait in vitro, avec du sang humain, et on a vu se former des choses tout à fait anormales, comme des syncytiants, c'est-à-dire des fusions de globules blancs. Ça n'existe jamais, ça, en pathologie. Les globules blancs se rapprochent les uns des autres et ils s'assemblent pour former une seule masse. On appelle ça un syncytium, sous l'effet du contenu des flacons. On a vu des hémacées, des globules rouges, se mettre en rouleau, uniquement en mélangeant du sang humain avec le contenu des flacons. Et plein de choses comme ça, effrayantes. Suivante. Ils ont été négociés secrètement par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que, tenez-vous bien, la Commission européenne, qui est une des instances de l'Union européenne, la Commission européenne n'a pas dans ses compétences la santé, en plus. La santé ne fait pas partie des conséquences des compétences de la Commission européenne. Donc, la Commission européenne a pris le pouvoir un peu sur l'Union européenne, notamment sur le Parlement. Suivant, la loi du 5 août 2021, c'est une loi abominable, responsable de décès, de vies gâchées. Elle a interdit à tous les soignants, mais aussi tous les gens qui travaillaient dans les établissements de santé, y compris les jardiniers, les secrétaires, les gens qui travaillaient dans les laboratoires, et puis les pompiers, tous les gens qui étaient dans les services à la personne, et puis l'armée. On les a obligés à se faire injecter. Elle est inique, elle est illégale. Je travaille avec des juristes également. Elle est tout à fait illégale, cruelle, et elle a pourtant été votée facilement. Le Parlement est impliqué. Le Parlement, c'est les députés plus les sénateurs. Ils ont voté facilement cette loi, qui est une loi criminelle. Elle a détruit des vies, elle a détruit des couples, elle a fait des dégâts humains et sociétaux vraiment épouvantables. Suivant. Le chef de l'État, les membres du gouvernement, les parlementaires, comme députés, sénateurs, les hauts fonctionnaires, ils étaient informés de tout. Et eux n'ont pas été injectés. Bon, j'ai une amie sénatrice, j'ai une amie députée, et puis j'en connais d'autres. Et les ministres, le chef d'État, ils n'ont jamais eu d'injection, cela. Jamais. Suivant. Les soignants et autres professionnels ciblés par la loi du 5 août 2021 ont été traités de façon inhumaine. Ils ont été martyrisés et de plus ostratisés, c'est-à-dire qu'on en a fait des parias, des gens qui étaient
c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire en droit. C'est-à-dire qu'on les a accusés d'être de dangereux contaminateurs et d'empêcher la fin de l'épidémie par le fait qu'ils refusaient des injections, alors qu'en réalité, eux étaient innocents, ils avaient raison de refuser des injections, et les vrais criminels, ce n'étaient pas ceux qui refusaient des injections, mais c'est ceux qui les ont imposées. C'est l'inversion accusatoire. Et ça fonctionne. Ostracisme, suivante. Non seulement les injections ne protègent pas, mais pire, elles rendent plus sensibles à l'infection virale. Les pays qui ont le plus injecté, comme l'État d'Israël, sont les pays qui ont le plus de cas d'infection. C'est vrai pour Israël et d'autres pays aussi. Les Français ont assez bien résisté à la pression. Et finalement, en France, il y a relativement peu de personnes injectées, contrairement à d'autres pays. C'est inouï, c'est impensable ce qui s'est passé avec ces injections. Ils sont toxiques, dangereux. Suivant. Retour à la Covid. Des millions de personnes sont les chiffres qui sont donnés par Jean-Marc Sabatier, qui est un chercheur en biochimie, directeur du CNRS à Marseille. C'est un de mes amis, je travaille aussi avec lui. Il s'est spécialisé dans la Covid, c'est un grand biochimiste, Jean-Marc. Et il pense qu'il y a à peu près des millions de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la Covid longue, Covid prolongée. En revanche, en tant que médecin, j'ai soigné beaucoup de gens atteints de Covid longue. Des personnes jeunes, dont la vie est détruite. J'ai vu des étudiants de 20 ans, 21 ans, obligés d'arrêter leurs études, de retourner chez leurs parents, incapables d'étudier, des troubles mentaux, cognitifs. J'ai vu des gens qui étaient dans la vie active, qui étaient directeurs d'entreprise, obligés d'arrêter à cause des troubles cognitifs, de la fatigue, des handicaps, des douleurs, une vie brisée, des couples brisés, des femmes qui ont vu leur foyer être éclaté, des époux qui s'en vont, etc. Affreux, affreux. Ça, c'est la Covid prolongée. Pour les gens qui n'ont pas eu le traitement ambulatoire précoce. Des troubles allant de la fatigue persistante à la vie complètement libre. La Covid prolongée, c'est fou ce que ça a donné. Enfin, je les ai concentrés parce que je suis un des seuls médecins de France qui est soigné vraiment d'une façon aussi curative que possible, genre la Covid prolongée. Et donc j'ai donné des téléconsultations d'1 heure et demie dans presque toute la France. Et j'ai vu des cas, mais c'est horrible. Des handicaps, des souffrances avec le virus. Je ne parle pas des injections, avec le virus. Et maintenant, on m'a empêché de les soigner. Et plus aucun médecin n'ose les soigner. Alors, ils font on a créé des centres Covid prolongés dans les CHU, mais qu'est-ce que font? Qu'est-ce qui se passe dans ces centres de Covid prolongés? Les gens viennent, ils ont pris rendez-vous, on dit ah oui, vous avez une Covid longue, bon, alors on va vous faire des examens. Ah oui, ça, faire des examens, ça, tout le monde sait faire. Hein. Ils demandent 30 examens biologiques, etc. Et puis ils laissent repartir les gens sans traitement. C'est ce qu'on appelle les centres de prise en charge de la Covid prolongée. Voilà. On vous rappellera. Et les gens rentrent chez eux, toujours aussi souffrants, toujours aussi handicapés. Vie détruite. Quand je dis vie détruite, je pèse mes mots. Et il y a encore beaucoup de suicides avec la Covid prolongée. Suivant. Plusieurs médicaments peuvent améliorer maintenant l'état des malades. Et je les ai soignés avec la fluvoxamine, qui est un antidépresseur, qui a une activité antivirale, avec de l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, parfois des antihistaminiques, parce qu'il y a une activation mastocytaire importante dans les formes très inflammatoires, parfois des corticoïdes également, comme la dexaméthasone. Mais il est toujours difficile pour les médecins de les soigner. On
on empêche également les médecins de les soigner. Parce que si on autorisait les médecins à soigner les personnes atteintes de Covid prolongé, ça voudrait dire qu'on les reconnaît. Et qu'on reconnaît qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de Covid prolongé et qu'ils sont en Covid prolongé parce qu'on a empêché les médecins de les soigner à la période aiguë, ce qui aurait empêché le passage en Covid prolongé. Vous me suivez? La Covid longue ou prolongée, c'est la suite de la Covid-19. Donc on considère qu'il y a à peu près 10% de gens ayant fait le Covid-19 non traités ou maltraités qui évoluent vers le Covid prolongé. C'est énorme, je pense. Terriblement et injustement privés de soins efficaces. Si on les avait soignés à temps, on aurait empêché cette évolution. Suivante. Donc si l'on avait permis et facilité le traitement ambulatoire précoce, les malades souffrant de Covid longue seraient très peu nombreux. C'est scandaleux, c'est cruel, c'est criminel. Tout ça pour que les laboratoires puissent gagner de l'argent avec les injectables. Suivante. C'est le premier scandale de la Covid, c'est les obstacles à la prise en charge précoce et efficace par le traitement ambulatoire précoce ou thérapie des personnes atteintes de la Covid. Premier gros scandale. Suivant. Le deuxième scandale de la Covid, c'est le fait que les malades souffrant de Covid prolongé soient abandonnés sans soins efficaces. Je vous en ai suffisamment parlé. C'est le cas. Et actuellement, on a empêché de les soigner, mais les gens me contactent toujours. Ils disent, vous ne pouvez pas me laisser tomber. Surtout que j'avais à peu près 70% de bons résultats, ce qui est très bon pour la Covid prolongée, je sais. Et j'ai eu tellement de demandes, alors que je n'ai jamais perçu d'honoraires médicaux. Je ne me suis pas enrichi dans cette affaire. J'étais salarié de l'hôpital et de l'université, c'est tout. Je n'ai jamais fait payer mes consultations. J'ai fait ça gratuitement. J'étais payé pour ça, j'étais salarié pour ça. Mais on m'a empêché de les soigner. Je dérangeais. J'étais dénoncé par les pharmaciens qui trouvaient que les ordonnances étaient un peu chargées. Oui, ils étaient chargés, forcément. Plus une maladie infectieuse évolue depuis longtemps, plus son traitement est complexe. Bon, je ne parle pas de la tuberculose ou de la lèpre, parce que là, le traitement est simple. Mais là, il s'agit de... C'est complexe, la Covid prolongée. C'est une maladie infectieuse virale chronique, mais la physiopathogénie, le mécanisme est très complexe. Donc, vous ne pouvez pas guérir une Covid prolongée avec un peu d'azithromycine. C'est pas vrai. Et en médecine, on sait que plus une maladie évolue depuis longtemps, plus le traitement doit être long. Ça, c'est toujours vrai. Voilà. En d'autres termes, si on voit une personne qui souffre d'une maladie depuis 3 mois, vous ne la guérirez jamais en 5 jours. Ça n'existe pas. Sauf si c'est de la chirurgie. Si on enlève, par exemple, une tumeur endocrine ou une sécrétrice à l'origine d'un syndrome paranéoplasie, c'est très mal. Donc, c'est des gens qui sont abandonnés, on n'en parle pas du tout. Alors, il y a eu une émission sur, ça s'appelle comment, Envoyé spécial, sur Arte, je crois, mais on en parle à peine. Puis, alors, la tendance, c'est à psychiatriser tout. Quand on ne veut pas chercher la cause d'une maladie, c'est l'origine psychiatrique. C'est pas de la médecine, ça. Ça, c'est de la médecine de Molière. La médecine de Molière, c'était vraiment du charlatanisme pur et dur. Suivant. Le troisième scandale de la Covid, c'est la loi du 5 août 2021, j'en parlais, qui a détruit sans aucun fondement médical, sans aucun fondement médical, des milliers de personnes. Suivante. Le quatrième scandale de la Covid est la maladie post-injection. Cette maladie est extrêmement protéiforme, c'est-à-dire qu'elle peut avoir tous les visages possibles. Une maladie de Parkinson, une sclérose en plaques, une embolie pulmonaire,
des troubles musculaires, une schizophrénie, une maladie de Creutzfeldt-Jacob, même le chien d'accord avec ça. La classe. Donc cette maladie est extrêmement protéiforme et souvent sévère, voire gravissime, puisque beaucoup de gens meurent de cette maladie post-injection. Suivant. Il est impossible de connaître le nombre de malades souffrant de maladies post-injection. Des dizaines de milliers en France, au minimum, au bas, et sans doute beaucoup plus. Mais on n'en parle pas. Parce que c'est un suivant. Les médecins qui souhaitent signaler, on appelle ça un signalement, signaler des cas d'effets indésirables des injections, rencontrent les pires difficultés à le faire. La complexité de la démarche pour signaler un cas au centre de pharmacovigilance. C'est des démarches et des démarches. Et en plus, on les dissuade de le faire. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas attribuer des cas de maladie post-injection aux injections. Et vous comprenez pourquoi. Rejet, non, c'est pas ça, cherchez. Alors, des gens meurent, vous avez vu, des sportifs qui meurent, des gens qui meurent quelques jours après une injection. On dirait qu'ils sont morts, on ne sait pas de quoi. On n'a aucune idée de quoi ils sont morts. Il y a eu une injection 3 jours avant, mais on n'a aucune idée de quoi ils sont morts. C'est difficile de trouver le plus grand mauvaise foi. Suivant. La maladie post-injection atteint tous les tissus de l'organisme et tous les organes du corps. La protéine S modifiée, cette protéine S qui est fabriquée par nos cellules suite à l'injection d'ARN messager, ça n'est pas la protéine S virale. C'est une protéine S qui est modifiée par rapport à la protéine S virale. Et donc, elle est induite par l'ARN messager, cette protéine S est toxique et pas immunisante. Suivant. Elle est toxique pour toutes les cellules, en particulier, particulièrement celles de la paroi des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle l'endothélium musculaire. Les cellules endothéliales sont très toxiques. D'où les thromboses, ce qu'on appelle dans le langage courant les caillots. Le terme technique, c'est des thromboses. Les microthromboses dans les petits vaisseaux, dans les artères, dans les petites artères, les petites veines, les grosses artères, les grosses veines. Les neurologues nous disent, les cardiologues, les chirurgiens vasculaires nous disent, on n'avait jamais vu d'accident vasculaire cérébraux chez des adultes de 21 ans, ça ne s'était jamais vu, et maintenant on en voit. On en voit. Et on en voit beaucoup. Donc cette protéine est toxique pour les endothéliums, pour les cellules sanguines, toutes les cellules sanguines, les globules blancs, les leucocytes, les globules rouges, les érythrocytes, les plaquettes, et puis toutes les cellules immunitaires, les lymphocytes, qui sont des globules blancs également. Et c'est-à-dire que les injections, en plus, abaissent l'immunité. Non seulement les personnes qui ont été injectées plusieurs fois sont devenues plus sensibles au virus SARS-CoV-2 et à ses variants, mais également plus sensibles à d'autres virus. C'est-à-dire que leur immunité s'est affaiblie. Suivante. Les nerveuses, revenez chez son arrière. Suivante, les nerveuses. Donc, une forte affinité pour le système nerveux, d'où des maladies de Parkinson, des schizophrénies, des scléroses en plaques, des syndromes de sclérose latérale amyotrophique, des syndromes de maladies à prions, etc., des paralysies, des syndromes de Guillain-Barré, c'est une paralysie ascendante des deux membres inférieurs. Les gens ne peuvent plus marcher, ils ont les deux membres inférieurs qui se paralysent. Suivant. On ne compte plus les atteintes vasculaires, cardiaques, des infarctus, des embolies pulmonaires, embolies pulmonaires, génitales. Alors, il y a des atteintes, il y a des atteintes des glandes génitales, la fonction endocrine, mais aussi la fonction de reproduction, des stérilités,
l'atteinte endocrinienne, la thyroïde, les surrénales, toutes les glandes endocrines peuvent être atteintes. Sensorielles, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, des gens qui ne voient plus d'un œil, des paralysies faciales. Alors, donc, sur le plan sensoriel, les gens ne voient plus d'un œil, ils ont des sifflements, des acouphènes, ils ont des pertes de goût, etc. Toutes les fonctions sensorielles sont atteintes. Neurologiques, donc des pertes de force, des paralysies, des fourmillements, enfin c'est affreux, affreux. Et cancéreuses. Donc cancéreuses. Alors, des gens qui étaient en rémission depuis des années de leur cancer, voire leur cancer reprend l'injection. Les gens qui étaient indemnes de cancer voient un cancer se développer rapidement, ce qu'on appelle le turbo-cancer, et y compris chez des personnes très jeunes, etc. Suivante, les malaises, les morts subites. Alors, on voit des vidéos qui sont des condensés de cas de malaise et de mort subite dans les métiers du spectacle, chez les sportifs. Vraiment, toutes les professions sont concernées et des sujets jeunes. Ils sont comme si je suis là, comme ça, et tout d'un coup je m'écroule. Mais sans prévenir. Et puis, on essaie de me réanimer, je suis mort en quelques secondes. Des gens qui paraissaient en parfaite santé avant. C'est brutal, c'est inopiné, c'est inattendu. Troubles des règles très fréquents, à tel point qu'une association s'est créée, où est mon cycle? Donc des femmes qui avaient des cycles menstruels très réguliers, qui voient leur cycle devenir très irrégulier, parfois elles perdent leur règle. Maladie de Parkinson, j'en ai parlé, des paralysies faciales, j'en ai parlé, déficits mentaux, des fonctions mentales. Fonction mentale, c'est la réflexion, l'intelligence. Et des déficits cognitifs, c'est la mémorisation. Des cancers rapides, etc. Suivant, la liste des atteintes s'allonge de jour en jour. Elle est vertigineuse. Mais il n'y a pas de registre officiel. Il n'y a pas de registre officiel. Donc on fait ça de façon artisanale. Surtout en France, on est dans le déni et dans l'occultation de ces maladies. Suivante. Mais il existe de réelles possibilités thérapeutiques qui sont susceptibles d'améliorer de façon significative l'état de ces malheureux malades. On a aujourd'hui de quoi les soigner. Les gens atteints de maladies post-injection. En plus, des gens souffrant de Covid prolongé. Suivante. Et merci de votre écoute. On m'avait demandé de terminer sur une note positive. Il y a de quoi traiter les gens atteints de Covid prolongé. Il y a de quoi traiter les gens atteints de maladies post-injection. Et encore faut-il qu'on laisse les médecins les traiter, ce qui n'est pas le cas. L'ordre des médecins poursuit les médecins qui veulent les traiter. J'en sais quelque chose. Ah oui. Moi, je ne veux pas parler de mon cas, mais oui. Comme j'ai soigné énormément de personnes atteintes de Covid prolongé, avec, je veux dire, c'était des gens vraiment sévères, avec plus de 70% de bons résultats, ce qui est quand même pas mal. Et j'en ai soigné beaucoup en téléconsultation, parce que c'est des gens qui habitaient loin. J'étais un des seuls médecins français qui faisait ça. À tel point que j'ai passé mes jours et mes nuits en téléconsultation. À chaque fois, c'était 1 heure, 1 heure et demie. Ce n'est pas de la téléconsultation lucrative en 5 minutes. Déjà, je ne perçois pas d'honoraire, et mes téléconsultations, elles durent pas moins d'1 heure à 1 heure et demie. Et donc, j'ai été dénoncé, parce que je prescrivais, donc les gens devaient aller en pharmacie, j'ai été dénoncé par 2 ou 3 pharmaciens qui ont envoyé la copie de 2 ou 3 de mes ordonnances à mon cher collègue du CHU, celui qui m'adore tellement. Et donc, j'ai en plus été convoqué. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la suite. Donc voilà. Donc, terminons sur une note positive. Il n'y a jamais eu de pandémie, c'est une épidémie multifocale. C'est terminé. Les nouveaux variants
Ça, c'est... Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces virus, plus ils se modifient, plus ils deviennent transmissibles et moins pathogènes. C'est-à-dire qu'à partir des variants Omicron, on a eu affaire à un vaccin naturel. Alors, un jour, j'ai été invité sur un BFM TV, j'ai dit, je ne sais plus si, oui, je crois que c'est BFM TV, j'ai dit, mais le variant Omicron, il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Il est très, très transmissible, très contagieux, mais il est très peu pathogène et immunisant. Donc, c'est un bon vaccin naturel. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? C'est la vérité. Donc, ils n'ont plus la vérité. Ça n'a pas été coupé. C'était la vérité. Donc, il y a beaucoup de mensonges et il faut que l'ordre des médecins est vraiment coupable parce qu'ils sont de connivence avec toute cette organisation mondialisante, transhumanisante. Le transhumanisme dans toute son horreur. Comment on va pouvoir enrayer finalement ces mesures oppressives? Comment on va enrayer ces mesures oppressives par la résistance? C'est ce que je fais, la résistance. Nous sommes de plus en plus nombreux à résister. Résister, c'est déjà ne pas accepter la doxa, la propagande, et communiquer quand on le peut. Dans sa famille, c'est difficile. Au travail, c'est parfois difficile aussi. Communiquer le plus possible. Et puis, ne pas se laisser faire et résister. Mais ce n'est pas facile, bien sûr. Mais est-ce qu'on a réussi à recenser les effets secondaires déjà en France? Les chiffres? Il y en a des chiffrés en France, c'est des dizaines de milliers. Les recenser sur le plan du détail des effets pathologiques, on en découvre tous les jours. Donc la liste n'est même pas finie. Ces injections peuvent donner un nombre de maladies effarant, hallucinant. Pour qu'il y ait la corruption, pour qu'il y ait la corruption, il faut déjà des gens qui aiment beaucoup l'argent, des gens qui soient cupides, des gens pour lesquels l'argent c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire, tout est bon pour gagner de l'argent. Et on peut tous permettre de gagner de l'argent, parce que l'argent permet de s'acheter la santé, de s'acheter le confort, de s'acheter le luxe, de permettre à ses enfants d'avoir de bonnes études, de les mettre dans des grandes écoles, de s'acheter de bonnes assurances. Donc avec l'argent, vous avez le confort, le luxe, la sécurité, et puis toutes les facilités. Avec l'argent, vous avez des grandes habitations, vous avez des domestiques. Et donc, les gens qui rêvent d'une vie comme cela, eh bien, ils sont cupides, c'est-à-dire qu'ils ont envie de gagner beaucoup d'argent. Et il faut également qu'ils soient vénales, c'est-à-dire qu'ils acceptent de se laisser acheter, de se laisser corrompre. Dans le domaine de la santé, les industries pharmaceutiques sont richissimes, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de corruption qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce pouvoir de corruption, les banquiers Rockefeller et Rothschild l'ont aussi et l'ont toujours. D'ailleurs, ils sont en étroite relation avec les grands géants de l'industrie pharmaceutique. Et il faut donc qu'ils aient une perspective de gagner beaucoup d'argent. Ça a été le cas avec les injections. Et il faut qu'ils trouvent des gens qui acceptent de se laisser corrompre. Comment ça se passe avec les médecins? Avec les médecins, on va par exemple, on s'adresse essentiellement aux médecins hospitalo-universitaires. Bon, c'est surtout les cardiologues, les infectiologues, les rhumatologues. Donc les laboratoires commencent à approcher les médecins qui sont hospitalo-universitaires,
il commence par exemple à leur proposer d'aller faire un cours dans un hôtel luxueux. Ce cours va durer, mettons, 30 minutes et il sera payé 750 €. Oui, ça commence comme ça. Et puis, il voit si le médecin il prend goût ou pas. Et s'il prend goût, il va recommencer un peu. Et une fois que le médecin s'est laissé prendre, s'il aime l'argent, eh bien, il va accepter de nouvelles sollicitations. Mais ensuite, le laboratoire, il tient le médecin. Il va lui dire, mais n'oubliez pas, quand vous faites vos prescriptions, n'oubliez pas de prescrire mon médicament. C'est le contrat, c'est jamais un contrat qui est écrit, mais c'est un contrat qui est tacite. C'est-à-dire, je vous enrichis, mais vous prescrivez mes médicaments et vous en faites beaucoup de promotion. Et ça se passe comme ça. Et quand les médecins acceptent de rentrer dans ce jeu, ils en arrivent à obtenir beaucoup d'argent des laboratoires. Étant donné que les autorités de santé ont eu connaissance de cela, ils ont obligé tous les médecins qui recevaient de l'argent des laboratoires à le déclarer dans un site spécial. C'est un site de transparence qui a été mis en place par le ministère chargé de la Santé. Mais il n'oblige pas les médecins à déclarer l'intégralité des sommes perçues. Alors si vous allez sur ce site de transparence, pour ça, moi j'ai vu que mes accusateurs, ils avaient d'énormes conflits d'intérêts, ils avaient reçu beaucoup d'argent des laboratoires impliqués dans la Covid. Et puis, donc pour certaines actions, par exemple, un cours donné à tel endroit, 1 500 €. Une action de formation, par exemple, 800 €, des conseils donnés, etc. Et puis parfois, telle prestation, somme non déclarée. Et alors, Christian Perron, qui connaît beaucoup de gens qui travaillent pour les laboratoires, il m'a dit, quand c'est non déclaré, ça veut dire que c'est 10 fois plus élevé que le reste. Donc, c'est des sommes qui peuvent être gigantesques. Alors, comment ils font pour que les médecins ne soient pas pris par le fisc? Eh bien, ils vont leur ouvrir un compte bancaire dans un paradis fiscal sur les îles Caïmans. Et ce compte bancaire, il est crypté, introuvable, personne ne le connaît. Et les médecins reçoivent une carte de débit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace. Donc ils vont faire leurs courses, ils payent avec leur carte, comme si de rien n'était, et c'est tout. Et pour savoir où en est leur état de leur compte, eh bien, ils peuvent téléphoner, mais avec une messagerie cryptée. Voilà. Et c'est des sommes énormes qui sont mises à leur disposition. Et donc, il y a beaucoup de médecins cupides qui acceptent cela. Si les gens n'étaient pas cupides, n'aimaient pas l'argent pour tout ce que cela apporte, moi je ne suis pas cupide. Vous pouvez me proposer 2 000 € pour mentir, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Et même 10 000 €. Si vous me dites, je vous propose 10 000 € et vous passez devant une grande chaîne de télévision pour affirmer ça, alors que c'est faux, je dis non, ça ne m'intéresse pas, allez voir ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas c'est pas comme ça que je vois la vie. J'ai une autre conception de la vie que de mentir pour de l'argent. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Mais cette corruption, elle marche très bien, parce qu'il y a une grande vénalité chez les médecins. Il suffit qu'il y ait la cupidité plus la vénalité, et tous les ingrédients sont réunis pour que la corruption fonctionne. Alors les médias, ils ont reçu d'énormes sommes d'argent de la part de Macron. Au début de la Covid, ils ont reçu des millions et des millions. Donc effectivement, pour la corruption, c'est ça. Il faut qu'il y ait chez une personne donnée, il faut qu'il y ait la possibilité, la cupidité et la vénalité. Et après, une fois que vous avez mis le doigt dans l'engrenage,
vous ne pouvez plus en sortir. Une fois que vous avez commencé dans la corruption, vous ne pouvez plus en sortir. Alors, il y en a quand même un qui a réussi à en sortir, c'est un néphrologue je crois, de la région bordelaise. Il a expliqué, un PEPH, hospital universitaire, il a expliqué qu'il était dans ce réseau de formation, de cours très bien payés, de conseils très bien payés, et puis qu'à un moment donné, il a dit c'est pas bien ce que je fais, j'arrête. Mais c'est très difficile d'en sortir. Et en fait, beaucoup de gens arrivent à se donner bonne conscience, même en commettant des choses horribles. C'est la réalité. Ils se donnent bonne conscience. Mais je pense qu'ils ont une conscience à deux vitesses. Donc, alors, dans le journalisme, les journalistes, les grands médias ont reçu d'énormes sommes de la part de Macron, donc des centaines de millions. Donc, en contrepartie, ils sont inféodés à la doxa. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire autre chose. Donc, un jour, j'étais sur, je crois que c'est BFM TV, et j'ai dit les vaccins ne sont pas très efficaces. Et j'étais coupé immédiatement. Et on ne m'a plus jamais réinvité. Alors ça va se poursuivre avec M. Gaillard, sauf